Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Code Source mobilisé, comme le reste de la rédaction, pour vous faire vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'organisation du tournoi olympique de surf à Tahiti avait beaucoup fait parler. Crainte pour l'environnement, avec notamment la construction d'une nouvelle tour pour les juges au-dessus de l'eau. Polémique sur le déplacement à Tahiti de la maire de Paris, Anne Hidalgo, au mois d'octobre, un déplacement jugé inutile et coûteux par l'opposition. Finalement, ce tournoi disputé sur la vague de Teahupo'o a offert des images fortes et s'est soldé par 2 médailles supplémentaires pour la France, l'or de Kaoli Vast, 22 ans, et le bronze de Johanne Defay, 30 ans. Retour sur ce pari gagné avec Ève Chancel, journaliste au Parisien. Elle a suivi les épreuves à distance et elle s'est déjà rendue à Tahiti, sur le site de Teahupo'o. Ève Chancel, dans la nuit du mercredi 7 août, heure de Paris, vous interviewez Kaoli Vast, 22 ans, champion olympique de surf. Il se lève à peine après avoir fêté son titre toute la nuit. Décrivez-nous cet échange. Cet échange, déjà, il n'a pas été facile à organiser parce que Kaoli a fait la fête toute la nuit jusqu'à 6h du matin. Il s'est couché et avec le décalage horaire, nous, la fin de journée arrivait. J'étais au téléphone avec son agent qui essayait de le réveiller. On a failli abandonner en se disant qu'on ne l'aurait pas aujourd'hui. Et finalement, à minuit 30, je reçois un appel de son agent qui me dit « C'est bon, il est réveillé, est-ce que tu es toujours OK ?» Et donc là, j'appelle Kaoli, on commence à parler, je sens qu'il est encore vachement ému de sa soirée, il a dormi que quelques heures. La première chose qu'il me dit, c'est « T'es la 3e personne que j'ai au téléphone ». Il a juste rallumé son téléphone pour répondre à ses parents et sa sœur. Et sinon, il avait coupé entièrement pendant la nuit pour vraiment célébrer sa médaille. Il est chez lui, tout seul. Il a sa médaille autour du cou. Pendant la soirée, il l'a juste enlevée à la fin pour la confier à sa mère pour pas qu'elle soit perdue. Et il est vachement ému, il réalise petit à petit et il regarde la mer. Vous allez nous dire plus tard dans ce podcast ce qu'il vous a raconté dans cette interview. Ève Chancel, vous pratiquez vous-même le surf. Alors on présente souvent ce sport comme une école de patience. Pourquoi ? Déjà, commencer le surf, c'est pas évident. Il faut être au bon endroit, aller à la mer, qu'il y ait les bonnes conditions, la météo. Et même une fois qu'on est en mer et qu'on a tout ce qu'il faut, y compris les compétences, il faut lire l'océan, il faut comprendre les vagues qui arrivent, analyser, bien se positionner. Et finalement, la partie qu'on voit, donc le surfeur qui glisse sur la vague, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et derrière, il y a tout un travail. Et concrètement, quand on parle d'un spot de surf, de telle ou telle vague, il faut bien comprendre que la vague en question ne fonctionne pas tout le temps. Oui, c'est un phénomène assez complexe, il n'y a pas des vagues systématiques. Donc les vagues arrivent à des périodes différentes et on mesure les périodes, c'est la distance qu'il y a entre 2 vagues. Et ça varie en fait en fonction du calendrier, de la météo. Donc c'est pas assuré d'avoir des vagues sur un spot toute l'année. Avant d'être au Parisien, vous avez travaillé à Tahiti pendant 4 mois pour une télévision locale, Tahiti Nuit Télévision. Vous connaissez bien le site où s'est disputé le tournoi olympique de surf à Tahiti. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux ? Teahupo'o, c'est un tout petit village qui est situé à l'autre bout de l'île, vraiment derrière l'île, à l'opposé de Papeete, qui est la capitale de Tahiti. Et c'est un tout petit village qui est vraiment au bout d'une plage. Tahiti, il n'y a qu'une seule route qui fait le tour de l'île. Et donc une fois qu'on arrive au bout de cette route et qu'on a fait le tour, faut se garer. Et là, faut marcher quelques minutes. On traverse une rivière. Et vraiment, c'est assez magique. Il y a quelques maisons qui sont nichées dans la forêt. On a la montagne juste derrière. On voit pas très bien la vague depuis le bord. Elle est assez loin. On est obligé de prendre un taxi-boat, ce qu'on appelle, donc un bateau qui nous emmène sur la vague pour qu'on puisse la voir et aller la surfer. Il y a une végétation très dense. Il pleut assez souvent à Tahiti, donc ce qui fait que c'est très vert. Et on a ce contraste assez magique entre le vert de la végétation et le bleu de la mer. Ève Chancel, vous m'avez expliqué en préparant ce podcast que les Tahitiens sont très attachés à ce qu'ils appellent le mana. C'est quoi le mana ? Le mana, c'est assez compliqué à expliquer. Même les Tahitiens peinent presque à mettre des mots dessus, tant c'est un ressenti, c'est assez spirituel. Pour le résumer, on va dire que c'est un esprit qui vient de la nature, des éléments, donc de la terre, de l'eau, du sable, de la montagne. Et c'est un esprit qui est avec nous et qui nous porte, et notamment les surfeurs, ça les porte dans leur sport.
La vague de Te Aupo, où va se dérouler la compétition, est l'une des plus belles vagues au monde. Elle est même considérée comme une vague mythique. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? C'est une vague mythique parce qu'elle est unique. Te Aupo, c'est une vague de riff, de récif. C'est un tube, donc en fait c'est une vague qui offre la possibilité de faire la manœuvre reine en surf, qui est de tuber. Donc c'est le moment où on voit le surfeur qui est à l'intérieur, dans le creux de la vague, et qui se fait presque recouvrir. Et ça finalement c'est assez rare, il n'y a pas énormément de vagues qui offrent ça. Et il y a aussi tout ce qui entoure cette vague, la couleur de l'eau, le lieu où elle est. Et c'est assez magique, il y a des très belles lumières en fait qui rentrent dans le tube. Il y a un photographe très connu à Tahiti qui s'appelle Tim McKenna qui dit que c'est la plus belle vague du monde et la plus photogénique. C'est une vague qui est aussi très puissante. Il y a eu 5 morts, 5 surfeurs tués à Te Aupo depuis les années 1990. Le tube fait parfois 4 mètres de largeur et la lèvre de la vague, la lèvre qui est donc le toit de la vague, peut dépasser 1 ou 2 mètres. C'est vrai que c'est une vague qui est extrêmement puissante, même quand elle n'est pas forcément très grosse. C'est lié au fait que le fond de la mer soit très près de l'eau. Il n'y a pas d'eau en fait, il y a très très peu d'eau. Et quand on la surfe, on arrive très vite du coup sur cette dalle de récif. Et ça rend le sport très dangereux parce que si on pousse un petit peu trop loin, on peut vite être sur le riff. Et on l'a vu pendant le début de la compétition, la Française Joanne Defay, qui n'avait pas mis de casque pour sa première série, s'est ouvert la tête. Et donc après, elle a surfé avec un casque tout le reste de la compétition. Alors on fait un retour quelques années en arrière. À l'automne 2019, il y avait plusieurs candidatures pour accueillir ces épreuves. Biarritz, un trio de villes landaises, Osgore, Seignos et Cabreton, Lacanau en Gironde, La Torche en Bretagne et puis donc Tahiti. Mais dès le départ, les organisateurs de Paris 2024, emmenés par Tony Estanguet, semblent plutôt favorables à Tahiti et au spot de Te Aupo. Pourquoi ? C'est une idée qui naît dans le cerveau de Thierry Reboul, qui est le maître de cérémonie sur Paris 2024. Et au début, on a même envie de parler d'un rêve. Ça semble assez impossible. C'est à des milliers de kilomètres de Paris. Mais il y avait cette volonté aussi de faire des jeux inclusifs, aussi pour l'outre-mer, et de faire rayonner tous nos territoires. Et on a la chance quand même d'avoir la plus belle vague du monde. Et donc l'idée, c'était vraiment d'offrir cette vague au public et aux spectateurs des Jeux Olympiques. Début octobre 2019, le président du CIO, le Comité international olympique, l'allemand Thomas Bach, dit qu'il n'est pas pour organiser la compétition de surf à Tahiti. Il préfère des solutions plus proches du centre des Jeux, donc Paris. Mais fin décembre, les Français du comité d'organisation des Jeux annoncent que c'est bien Tahiti qu'ils préfèrent pour accueillir l'événement. Pourquoi ce choix donc ? Pourquoi ils maintiennent cette idée ? Ils maintiennent cette idée parce que déjà, je pense qu'une fois que l'idée a été posée sur la table, Paris a voulu faire des jeux en grand. On voit même ici à Paris que tous les monuments sont mis à l'honneur. Et en fait, Te Aupo, c'est exactement pareil. C'est un monument qui a été mis à l'honneur. Il y a aussi l'idée de faire des images très fortes. C'est vrai que visuellement, Te Aupo, c'est magnifique. Et on n'aura plus jamais une vague comme ça sur des JO de surf. Il y a également un rapport publié en 2019 qui a pesé dans la balance, qui a été fait en partie avec Météo France et qui montrait qu'à cette période de l'année, donc fin juillet, début août, à Tahiti, il y avait 75% minimum de chances qu'il y ait des vagues. En fait, c'était quasi assuré d'avoir des vagues, là où sur d'autres spots en France, il y avait beaucoup moins de chances d'avoir des vagues. Et ça a énormément joué parce qu'on sait que le surf, c'est un sport qui dépend des conditions météo. S'il n'y a pas de vagues, il n'y a pas d'épreuve. Donc ils ont aussi optimisé à ce niveau-là. Le surf n'est une discipline olympique que depuis les Jeux de Tokyo en 2021. Le spectacle n'avait pas été très impressionnant à ce moment-là. Pour le monde du surf, il y a aussi l'envie de montrer le meilleur visage possible de ce sport aux téléspectateurs du monde entier. Totalement, le surf, c'est pas une discipline qui est énormément regardée, surtout en France où on n'a pas cette culture du surf. Dans d'autres pays anglo-saxons, aux États-Unis, ou même dans l'Amérique en général, au Brésil, c'est le sport roi. Ça détrône presque le football dans certains pays, notamment au Costa Rica. Et donc c'était l'occasion pour la France aussi de montrer qu'on a des talents, qu'on sait faire. On a de très très bons surfeurs et voilà, c'était l'opportunité de mettre un gros coup de projecteur sur cette discipline qui financièrement aussi a besoin de moyens pour se développer. Le choix de Tahiti est validé en janvier 2019. F. Chancel, dans les semaines et les mois qui suivent, beaucoup d'habitants de Tahiti expriment leur hostilité au projet. Pourquoi ? Les habitants de Tahiti ont peur que ça dénature leur endroit, ce qui est totalement compréhensible. Quand on
connaît la quiétude des lieux, la tranquillité et le lien que le peuple tahitien a avec son île, sa terre, sa vague. Et donc, il y a cette volonté de préserver cet endroit. Donc, il y a un collectif qui se monte à Te Aupo. Ils font une pétition qui rassemble près de 300 000 signatures. On a aussi le président polynésien Moetai Brotherson qui, lui, se montre aussi hostile. Il est issu du parti indépendantiste, donc ça rend le dossier un petit peu compliqué. Et donc, il y a tout ce mouvement local. Après, ça reste un petit mouvement parce qu'ils sont... Tahiti, c'est 300 000 habitants. Te Aupo, c'est encore moins. Donc, ça reste un mouvement local, mais qui fait quand même du bruit. Et on le voit d'ailleurs parce que Tony Estanguet devait aller à Te Aupo pour visiter le site et il a dû décaler sa visite à cause de manifestations. Il y a un autre problème dont on va aussi beaucoup parler, c'est celui de la construction d'une tour, d'une grosse plateforme au-dessus de l'eau sur laquelle les juges seront installés pour observer de près les prestations des surfeurs, puisque la vague déroule à environ 500 mètres du bord. En résumé, les Tahitiens dénonçaient un risque notamment pour le récif, qui est un organisme vivant. Mais finalement, F. Chancel, le vendredi 17 novembre 2023, un compromis est trouvé. Un compromis est trouvé, on revoit un petit peu à la baisse les ambitions initiales, on fait une tour moins imposante, un petit peu moins lourde, et qui du coup va moins impacter les coraux et le récif. Les Tahitiens obtiennent aussi la garantie que 2 locaux, 2 Polynésiens, vont superviser les travaux, notamment le Moana David qui s'occupait de l'ancienne tour, de la montée, de la démontée chaque année parce que c'est une tour amovible. Et la nouvelle d'ailleurs qui est faite en aluminium sera aussi amovible et sera retirée et remise pour le Tahiti Pro qui est une compétition qui se tient chaque année à Te Aupo. F. Chancel, au niveau sportif, l'équipe de France se prépare avec un coach ultra respecté dans le milieu. Il s'appelle Jérémy Flores, il a 36 ans. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Jérémy Flores, c'est le surfeur français le plus titré de tous les temps. C'est l'icône du surf français. Mais on ne l'attendait pas forcément sous cette casquette de coach. Après sa carrière, il a dit qu'il voulait prendre un petit peu de repos. Et la Fédération française de surf l'appelle en 2023 parce que justement, il y a ces jeux et qu'il y a besoin de préparer nos sportifs. Et tout de suite, il dit oui. Et ça pouvait être que lui. Qui sont les 4 Français qui réussissent à se qualifier pour ces Jeux et qui vont donc être coachés par Jérémy Flores ? On a une équipe assez intéressante avec 2 jeunes surfeurs locaux. Donc chez les filles, Vainé Fierro et chez les garçons, Kaoli Vast. Et après, on a 2 plus anciens, 2 plus expérimentés. Johan Duru chez les garçons et Johan Defay chez les filles. Le samedi 20 juillet, quelques jours avant le début du tournoi olympique à Tahiti, les surfeurs organisent une cérémonie, la cérémonie de l'eau. Tout le monde se réunit au bord de l'eau, au plus près du spot de surf. Et il y a tous les anciens, il y a beaucoup d'enfants, tout le monde a des colliers de fleurs traditionnels. C'est une cérémonie pour se reconnecter à ses ancêtres et pour invoquer le mana, donc cet esprit. C'est pas vraiment une religion, c'est plus spirituel. Et c'est pour en fait demander que les anciens qui sont plus là soient avec les surfeurs pour la compétition. Les épreuves débutent. Le lundi 29 juillet, un photographe de l'agence France Presse saisit une image d'un surfeur brésilien, Gabriel Medina, une image qui va faire le tour du monde. Le surfeur qui vient de sauter à l'extérieur de la vague semble flotter dans les airs, tout droit, les pieds sur un nuage. Son surf derrière lui, dans son dos vertical, presque parallèle à lui. F. Chancel, cette photo, elle restera comme l'une des images fortes des JO. Cette photo est complètement magique, elle a été prise vraiment au bon moment par un photographe semi-professionnel qui est tahitien mais qui n'est pas un habitué de Te Aupo. Les locaux trouvent que cette photo est certes très belle mais ne met pas assez en valeur la vague de Te Aupo qui est la star finalement. Et justement, il y a d'autres photos qui la mettent plus en valeur, notamment des photos sous-marines. Il y avait un seul photographe qui était accrédité pour être sous l'eau. Il était vraiment à la sortie du tube. Et il y a des photos magnifiques où on voit la vague par-dessous avec les surfeurs et c'est magique. La nuit suivante, celle du mardi 30 juillet, les organisateurs annoncent une interruption de la compétition parce que les conditions sont mauvaises. Ça a été assez compliqué au niveau des conditions au début de la compétition. Il y a eu énormément de vent, des fortes pluies. C'était impossible finalement de se mettre dans l'eau. Donc ça a dû être repoussé. Et après ça, il y a eu des vagues de 4 mètres, c'était désordonné, donc c'était pas possible de surfer dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Il y a les quarts de finale qui ont réussi à se dérouler, mais c'était un petit peu compliqué. C'était pas des séries où il y avait énormément de vagues, donc il fallait vraiment être là au bon moment et attraper les bonnes vagues. Et finalement, l'organisation a repoussé jusqu'au bout
beaucoup. Il s'était donné des jours de réserve et on a été jusqu'au dernier jour pour avoir les meilleures conditions possibles. Donc c'était assez risqué comme pari, mais ça a marché. En quart de finale, le Tahitien Kaolivas, 22 ans, élimine le Landais, Johan Duru, grâce notamment à un très long tube. Il est resté vraiment très longtemps dans le cœur de la vague. Ouais, c'est ça, il arrive à se placer en fait mieux que le Landais et à prendre ce tube qui va faire la différence. Oh, magnifique. Oh là 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 là, mais là ça y est, on va attendre. Magnifique, c'est très propre. Après, c'était vraiment la guerre entre les deux, ils ont l'habitude de surfer ensemble. Ils se sont entraînés ensemble pendant 3 semaines avant les Jeux. Ils ont été coachés par le même coach qui est Jérémy Flores, qui était d'ailleurs dans l'eau à ce moment-là et qui n'a pas donné de conseils ni à l'un ni à l'autre et qui est resté assez discret. Johan me disait au téléphone que ça avait été un plaisir de surfer avec Kaoli et que c'était de bonne guerre entre eux et qu'ils s'entendaient très bien. Kaolivas se qualifie ensuite pour la finale en battant un surfeur péruvien. À ce moment-là, il est assuré de décrocher la première médaille française dans une épreuve de surf. Et dans la nuit du mardi 6 août, heure de Paris, c'est la finale entre Kaolivas et un Australien de 26 ans, Jack Robinson. Décrivez-nous le début de cette session. La session commence très fort. Il y a 2 vagues que Kaoli attrape dès le début. Et c'était les conseils de son coach d'être super offensif et de ne rien laisser passer. Parce que comme les conditions étaient un petit peu incertaines, il fallait pas louper la vague. Et donc tout de suite, Kaoli marque des points. Yes! Allez, c'est reparti pour Kaoli. Il se cale dans le tube. Oh, ce tube! Mais c'est dit ça, messieurs les juges! Et il prend les devants. Son adversaire réussit à attraper une vague. Et puis après, calme plat. Ça dure de longues minutes, vu que la session dure 30 minutes. Donc en fait, les surfeurs sont là, ils attendent. C'est un moment qui est assez particulier. Il y a beaucoup de tension parce qu'il suffit qu'une vague arrive et tout peut se renverser jusqu'au dernier moment. Il n'y a vraiment concrètement pas de vague, c'est ça ? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vagues. En fait, c'est une série où il n'y aura eu que 3 vagues, 2 qui ont été prises par Kaoli et 1 par son adversaire. Et c'est donc une victoire pour Kaolivas qui devient champion olympique de surf, premier champion olympique de surf français. C'est une belle moisson pour le surf tricolore puisque dans le tableau féminin, la Française Johanne Defay a décroché, elle, la médaille de bronze. F. Chancel, on revient à ce coup de téléphone dans la nuit du mercredi 7 août. Il est midi à Tahiti. Kaolivas n'est pas bien réveillé mais il est heureux avec sa médaille d'or autour du cou. Il regarde la mer, vous l'avez dit. Comment est-ce qu'il explique sa victoire ? Il était très serein avant de commencer cette finale. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Il s'est entraîné dans toutes les conditions possibles. Donc il est arrivé confiant, mais avec beaucoup d'humilité quand même, parce que Taupo peut vite remettre un surfeur à sa place. Et donc il s'est pas posé de questions, il a suivi son instinct. Il a suivi les conseils de son coach, donc d'être assez offensif dès le début. Et voilà, ça a marché. Et ensuite, il y a eu ce calme plat, une quinzaine de minutes environ sans aucune vague. Que dit Kaolivas là-dessus ? À ce moment-là, Kaoli me dit c'est la vague qui a choisi. C'est Taupo qui a choisi son vainqueur. Cette dernière vague qui aurait permis à son adversaire de revenir n'est jamais arrivée. C'est lui qui devient champion olympique. Et pour lui, c'est le mana aussi ? Ouais, le mana est là, il l'a ressenti de A à Z. Il me dit du début de la compétition à la fin, donc même au-delà de cette finale. Le mana était avec lui, il l'a senti, il a pris énormément de tubes. Pendant cette compétition, on l'a beaucoup vu en fait enfoui dans la vague. Il y a des moments où il a presque disparu, on se demandait s'il n'était pas tombé, on le voyait ressortir. Et on sent cette énergie et aussi ce gars qui est rayonnant et qui est en fait complètement en phase avec la vague et dans son élément. F. Chancel, l'histoire n'est pas terminée. Le jeudi 8 août, vous le rencontrez à Paris et vous l'interviewez à nouveau. Kaolivas a pris un vol pour la métropole la veille et vous avez pu le suivre notamment au Club France. Il a failli ne pas venir parce qu'il avait une autre compétition en Californie la semaine prochaine qui était une compétition importante et finalement il a voulu venir. Il a voulu que son coach vienne avec lui par contre, donc Jérémy Flores est aussi à Paris. Et il est venu au Club France après 24 heures d'avion. Ils ont sauté dans le premier avion, ils n'avaient pas pris de billet parce qu'ils sont assez superstitieux et qu'ils ont attendu d'avoir la médaille pour réserver. Et donc ils arrivent au Club France et là il y a 2 célébrations magiques. Sur la scène extérieure, on a une danseuse tahitienne, on a 2 musiciens tahitiens qui sont là pour lui. Ils dansent sur scène devant tout le monde. C'est une des plus belles célébrations du Club France. Et puis le soir, un peu tard, vers minuit, ça se passe dans la halle de la Villette, donc à l'intérieur. Et là il arrive encore avec sa médaille. Et en fait, il prend un bain de foule avec sa planche, il est debout dessus et il surfe sur le public du Club France. Le lendemain, le vendredi 9 août, le matin, F. Chancel, Kaolivas surfe la Seine et vous êtes tout près de lui pour le Parisien.
Kaoli surfe sur la Seine derrière un bateau. Il surfe en fait la vague qui est faite par le bateau. Il y a la tour Eiffel juste derrière. Il surfe pendant une petite heure. C'est assez magique, on n'est pas beaucoup à vivre ce moment-là. Il fait un peu le foufou, il est trop content, il a la médaille autour du cou pendant qu'il surfe et quand il retombe dans l'eau, il la met entre les dents pour pas qu'elle soit dans l'eau, il avait peur de la perdre. Il surfe sur la Seine, ça avait jamais été fait, c'est complètement magique. Merci F. Chancel. La vidéo de Kaoli Vast surfant la Seine est à retrouver sur leparisien.fr. Le Parisien mobilisé pour vous faire vivre Paris 2024. Cet épisode de Code Source a été produit par Camille Ruiz, Barbara Gouy, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert, réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, on vous invite à vous abonner sur votre application audio pour ne rater aucun épisode. Et puis n'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre, 24 médaillés d'or olympiques et paralympiques interviewés au micro d'Anne-Laure Bonnet, et Crime Story avec cet été une série de 6 épisodes consacrés à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Crime Story avec Claudia Prolongeau et Damien Delseny.